Avant que la vidéo démarre, n'oublie pas, si tu aimes mes vidéos, pense à laisser un pouce bleu et un commentaire. Un petit geste simple qui permettra à cette chaîne d'être davantage visible sur YouTube. Merci d'avance et bonne vidéo. Bonjour à vous les passionnés d'histoire, c'est Okam. Et cette fois-ci, nous allons nous attaquer à un sujet un peu plus complexe que d'habitude, puisque nous allons aborder l'industrie et surtout l'économie de Primae. Alors déjà, contrairement à un grand nombre de civilisations, le troc n'est pas apparu chez les primaires, ou en tout cas, pas sous la forme de personne à personne. Effectivement, si vous vous souvenez de l'épisode sur la famille et les genres, je vous ai indiqué la forme des premières tribus dans la plaine centrale, pendant la période Prétouris. Ces groupes formaient des communautés soudées et agissaient sur un modèle de répartition équitable et d'entraide. Nous verrons que ce modèle aura périclité durant toute la durée de la civilisation de Primae, comme le met en avant le philosophe Emmanuel Levinas dans son livre Un monde sans prix, où il indique, je cite, « L'exacte quantification des valeurs d'un bien matériel ou d'un service apporte une gestion précise des échanges. Cette précision s'accompagne d'un vice insidieux, celui de ne plus avoir à réfléchir l'échange dans sa globalité, à savoir le partage entre êtres pensants. Dès lors que la réflexion n'est plus de mise, il est parfaitement normal qu'une société basée sur l'argent tende vers sa déshumanisation. » On notera qu'il ne fait mention nulle part de Primae car ce livre a été publié pour tous en 1985, bien avant la révélation. Monsieur Levinas, qui faisait partie des 51, s'est inspiré du modèle économique de Status et de ses découvertes pour sa thèse, mais n'y a évidemment jamais fait mention. Alors, malgré tout, des traces de troc et autres échanges furent découvertes dont les plus anciennes datent de moins 7000 ans environ. Cependant, il s'agissait manifestement de trocs effectués entre tribus distinctes, et non entre personnes. Au fur et à mesure de l'évolution de ces tribus pendant l'Exode, période durant laquelle ils sont passés de tribus à villages, puis villes, jusqu'aux villes noyaux, la notion d'entraide, d'apport de chacun à l'effort commun est devenue floue. C'est là où le rôle de la religion est devenu progressivement très important, pour galvaniser le peuple autour d'une pensée commune. En effet, au-delà du fait qu'ils indiquaient par le biais des cultes qu'il s'agissait de servir la puissance d'un dieu, la religion permettait de transmettre l'importance de l'effort commun en utilisant le dieu du pays comme socle de rassemblement. Le message était, si chacun aide les autres par le biais de son rôle dans la société, son genre, je le rappelle, alors chacun aide au maintien d'un ordre qui servirait Dieu. Ces services pouvant être multiples et variés, que ce soit par la production, l'écriture, la science, la construction, la guerre, l'éducation, l'agriculture, l'élevage, etc. Il est parfaitement compréhensible que ce concept puisse paraître flou aux yeux de nos contemporains. D'autant plus à notre époque où nous avons tous grandi dans une culture axée autour du capitalisme et de la notion de mérite. Ce sont des points que Jean Tirole aborde dans sa conférence sur l'industrie primarienne. Il fait de nombreux parallèles avec la nôtre afin de mettre en avant la complexité pour le regard de nos historiens et nos médias, à ne serait-ce que même envisager le fait qu'un tel fonctionnement soit possible. D'ailleurs, la langue primarienne ne possédait pas de terme connoté négativement pour parler de l'oisiveté, qui était généralement plutôt associé au repos. Une personne oisive était appelée osiumis, ce qui pourrait être traduit par « qui a besoin d'être en paix ». Et aucun terme n'existait pour, par exemple, les notions de parasitage ou de profiteur propres à certains de nos médias. Et l'autre sens n'était pas possible non plus d'ailleurs, à savoir les problèmes et dérèglements liés au capitalisme. Dans la mesure où il n'y avait pas de notion d'argent, il était très difficile pour quelqu'un de vivre sur le travail des autres. En fait, tout ce que l'on faisait était considéré comme l'œuvre de la société, donc de la propriété de tous. Ainsi, toute personne qui aurait voulu jouer les chefs sur le dos d'un groupe de travailleurs se serait rapidement retrouvé éjecté de l'industrie concernée s'il n'avait rien à y apporter. Cependant, et si cela peut vous rassurer, cela ne signifiait pas pour autant qu'il n'y avait pas de propriété privée, mais disons plutôt qu'il s'agissait d'une forme d'usufruit généralisé. S'il en avait besoin, une personne pouvait acquérir l'usufruit, donc l'usage, d'une habitation pour lui et ses proches, d'un outil ou d'un animal, mais cela était relatif à ses besoins. Par exemple, si la personne avait une famille, elle disposait de toute une habitation pour eux. En revanche, si la personne était seule, alors son habitation était considérée comme une zone d'accueil pour tout visiteur et personne nomade. Dans tous les cas, si vous voulez vous faire une idée plus précise de cette notion de non-propriété et d'usufruit, je vous invite à lire les articles des historiens sur le sujet. En revanche, évitez d'aller voir du côté des économistes, la plupart d'entre eux sont entrés en guerre contre les principes de l'économie primarienne. Tiens, un petit exemple dans le livre au titre fort amusant,
Pourquoi une économie de status est maudite? Je dis que c'est amusant car leur économie a quand même perduré pendant plus de 6 siècles. Donc, je cite, « L'application d'une telle pratique ne saurait s'appliquer à la moindre conjoncture. L'ensemble des statistiques ont toujours démontré que, dès lors que l'on confie les clés d'une économie à des notions aussi floues, les indices chutent et l'industrie s'embourbe. À moins d'application de ces principes dans un monde de bisounours, aucune mise en pratique d'une telle économie ne saurait fonctionner. » Voilà, en gros, ils n'aiment pas trop. Bref. La plupart des historiens s'accordent à dire que ce modèle économique du partage et du bien commun n'est pas uniquement issu de leur notion de genre et de rôle ou de la religion, mais prendrait également grandement ses sources dans leur philosophie du savoir. En effet, et je tiens à le rappeler, pour les primaires, le savoir était quelque chose qui devait se transmettre sans restriction ni retenue. Il y avait d'ailleurs une maxime primaréenne qui disait « Ce que tu sais faire maintenant, d'autres te le permettent, d'autres te l'ont enseigné, d'autres l'ont imaginé. » C'est une philosophie qui considère que celui qui construit quelque chose, par exemple une maison, ne le fait jamais seul. Il la construit à l'aide de ceux qui lui fournissent des matériaux, il la construit grâce au savoir qui lui a été transmis, et il la construit grâce à des techniques que d'autres ont imaginées et améliorées au fil du temps. C'est par cette philosophie que la notion de bien commun est parvenue à se maintenir, comme quoi tout ce que l'on crée n'a pu être créé que grâce à ce qui nous a été donné pour le faire. C'est pourquoi il est normal de le considérer comme appartenant à tous. À ce sujet, il est amusant de voir que certains partis politiques d'extrême gauche ont essayé de s'accaparer, plus ou moins maladroitement, ces principes de fonctionnement économique primaréen, en se proclamant proches de leurs idées. Alors, loin de moi de douter de leur honnêteté, mais il ne faut pas oublier que les primaires avaient derrière eux des millénaires de fondation de leur pensée, et que l'une de ces bases était la religion. Du coup, on pourrait se demander si la comparaison est réellement applicable. Dans tous les cas, en matière d'économie, nous pouvons malgré tout citer la seule et unique monnaie utilisée sur Status, ou en tout cas utilisée de manière générale sur Status, à savoir la fabula. Cette monnaie n'était jamais utilisée par les particuliers. Il s'agissait de ce que l'on pourrait appeler une monnaie d'État, et elle était utilisée entre les pays. On l'a trouvée sous 3 formes, dont vous reconnaîtrez aisément le rapprochement avec l'écriture, la fabula maxis, la fabula minus et la fabula micro. Les premières formes de cette monnaie sont apparues aux alentours de moins 4750, un peu avant la fin de l'Exode. Elle n'avait encore qu'une seule forme à ce moment-là. C'est le pays d'Ingertamilis, situé dans la ceinture forestière, qui l'utilisa pour la première fois afin de commercer des faveurs divines avec ses voisins. Alors bon, Ingertamilis étant le dieu de la ruse, cette offre était supposée être, au départ, qu'une forme de tromperie. Un peu comme une monnaie de singe en quelque sorte. Mais finalement, et un peu à la défaveur du pays d'origine, elle a commencé à se démocratiser quand les autres pays se mirent à l'utiliser à leur tour avec leurs voisins. Ainsi, à la fin de l'Exode, et alors que les villes noyaux étaient en construction, cette monnaie est devenue de plus en plus définie. Mais finalement, de moins en moins utilisée à cause de sa facilité de reproduction, puisque au départ, il ne s'agissait que d'une simple plaquette de bois. C'est finalement en moins 4680 que les villes noyaux prirent le relais pour lui donner sa forme définitive et relancer son usage. Dès lors, elle se présentait sous la forme d'une plaquette de bois gravée du signe primaréen de son nom, et ses bords étaient recouverts d'une pellicule bleutée. C'était cette couleur qui permettait de reconnaître une plaquette officielle. En effet, il s'agissait d'une couleur très particulière, produite à partir de l'azurite dans la ville noyau de Anima. Elle était produite ici tout simplement car cette ville se trouvait à proximité de l'entaille subarctique convexe, là où étaient situées les mines d'azurite. Par extension, ce bleu a été considéré comme de notion divine et fut exclusivement réservé à la monnaie ou aux vêtements liés à la religion. Donc cette monnaie fabula, qui était échangée entre les pays, était gérée par le pape du pays, ou son gouvernant dans le cas où il n'y avait pas de pape, et son rôle était de faciliter les échanges de services ou de biens. Mais la particularité de cette monnaie, autre qu'elle avait une valeur unique dans tout le continent grâce à la communication des tours d'archives, c'était qu'elle était considérée comme divine. J'entends par là qu'elle pouvait être échangée par un pays à l'attention d'un autre contre la valorisation de l'histoire de son dieu. Le dieu d'un pays étant considéré comme la représentation de sa puissance, cette monnaie revêtait donc une grande importance. Parmi les cas typiques où elle était employée, on avait la situation où elle permettait d'empêcher un affrontement. Le pays ayant payé pouvait faire en sorte que la victoire lui soit immédiatement acquise. Et ainsi de l'autre côté, le pays qui voyait ses frontières réduites avait pour compensation une monnaie qui lui permettrait de renforcer son dieu. C'est ainsi que par le biais de cette monnaie, de nombreuses stratégies politiques ont commencé à apparaître. Un bon exemple est celui de l'échange entre Frigilménix, la déesse du froid, et Disfacal, le dieu du feu. Ce sont deux pays situés quasiment en opposition géographique, puisque l'un se trouve à la pointe boréale et l'autre à la pointe australe.
Grâce à une communication via les tours d'archives qui s'est étendue sur plusieurs décennies, ils sont parvenus à monnayer en échange d'une importante somme de fabula l'annonce d'une grande défaite de Disfacal face à la déesse du froid. À la suite de quoi, des portions du pays de Disfacal furent données à des colons de Frigilmenix qui fondèrent ainsi le pays de Kevermoth, le dieu du chaos. Il est ainsi né de cette bataille des dieux qui fut nommée la Grande Spirale Sombre Azur. Alors, pour terminer en parlant un peu religion, dans la mesure où les primaires n'avaient pas vraiment conscience des notions économiques, enfin en tout cas pas à l'échelle des particuliers, il n'y avait pas de dieu de l'économie ou du commerce. En revanche, il y avait, en quelque sorte, un dieu de l'industrie en l'incarnation d'Extrusiora, la déesse de la construction. La religion d'Extrusiora tournait autour de tout ce qui pouvait être conçu à des fins utiles, et elle comprenait 3 cultes, le culte de l'idée, le culte de l'élaboration et le culte de l'usage. Le culte de l'idée était porté sur la réflexion, la préparation et les manières de construire quelque chose de façon optimale. C'est ce culte qui, en moins 4520, mit au point les premières formes de plans d'architecture pour la construction des maisons, et qui apporta de nombreuses avancées en matière de gestion du travail à tous les autres pays. Le culte de l'élaboration est un culte largement plus manuel, voire physique, et tourné vers la mise en chantier d'une construction, quelle qu'elle soit. Ce culte se voulait extrêmement polyvalent et regroupait des compétences de toutes sortes, même si la plus régulière était celle de la construction de bâtiments. Enfin, le culte de l'usage définissait la manière dont l'élément construit devait être utilisé. C'était un peu comme une sorte de contrôle qualité et ergonomie. Ce culte avait pour rôle de chercher à interpréter le plus finement possible une construction afin d'aider les prochaines. Cette déesse et donc ses cultes ont consacré une grande partie de leurs travaux sur la construction de bâtiments. C'est pourquoi en moins 4388, ils connaîtront une scission par leur cœur de bâtisseurs qui donna naissance au pays de Opomus Extrusio, le dieu des habitations. Et j'ai d'ailleurs pu constater qu'une nouvelle agence d'architecture à New York a choisi le nom de ce dieu comme appellation. J'ai trouvé ça plutôt amusant. Finalement, s'il n'y avait qu'un seul enseignement à tirer de ce que nous venons de voir, c'est que tout modèle économique d'un pays n'existe que grâce à l'idéologie de sa société, mais que l'idéologie d'une société peut être alternée par son économie. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ses histoires ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés ne sont que pure invention. L'univers de Primae continue de se construire et vient d'acquérir les principes de son économie et son industrie. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.